Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de microéconomie. Donc ça va être une vidéo un peu court exercice et on va étudier l'impact de l'imposition d'une taxe unitaire sur un marché, sur l'équilibre du marché. L'impact sur l'équilibre du marché d'une taxe unitaire. On va mettre de côté d'abord la taxe unitaire, on va prendre un exemple. Donc on va prendre un marché avec sa fonction d'offre et sa fonction de demande et on va l'étudier, mais sans l'imposition de la taxe. Et ensuite, on imposera la taxe et on verra les changements qu'il y aura sur l'équilibre. Alors, prenons deux fonctions. Donc, supposons que l'offre s'écrive 5p-10 et que la fonction de demande s'écrive moins 10p plus 200. Ouais. Alors, déjà, graphiquement, comment va-t-on représenter ces deux fonctions? Alors, attention, nous travaillons dans un plan les quantités en abscisse et les prix en ordonnée. On est dans un cadre marshallien ici. Bon, vous, si vous avez du papier à carreaux, vos fonctions seront très belles, très bien représentées. Moi, je vais les représenter schématiquement. On a quel type de fonction ici? Ce sont des fonctions affines. Oui. Autrement dit, leur représentation graphique, ce sont des droites. Oui. Programme de seconde. Hein. Donc, on aura l'offre comme ça, la demande comme ça. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de connaître les valeurs extrêmes. Vous allez voir, on en aura besoin. Donc, pour connaître cette valeur extrême-là, il suffit de remplacer Q par 0 dans la fonction d'offre. Oui. Donc, si Q vaut 0, on aura 5P égale 10, et donc P égale 2. Et ici, eh bien, on remplace dans la demande, donc on remplace les quantités par 0 dans la demande, et donc on aura du 200 divisé par 10, ce qui fait 20. Voilà. Ici, c'est quoi? Donc là, on a la demande. C'est P vaut 0, combien vaut Q? Eh bien, on remplace dans la demande, P vaut 0, donc Q vaut 200. Voilà, j'ai mes valeurs extrêmes, c'est ce qui m'intéresse le plus. Bien sûr que j'aurai l'équilibre, mais d'abord, on va le déterminer. Alors justement, imaginons que je cherche à déterminer l'équilibre du marché. Vous êtes d'accord avec moi que l'équilibre, c'est la quantité offerte est égale à la quantité demandée. Et donc on pose les deux fonctions. 5p moins 10 est égal à moins 10p plus 200. On va rechercher l'équilibre, donc on va regrouper les p, donc on aura 5p, attention, plus 10p, ça fait 15p. Et là on aura 200 plus 10, ça fait 210. Et 210 divisé par 15, ça fait 14. Donc P étoile est égal à 14. Donc ça, nous avons ici notre prix d'équilibre. Il me faut aussi la quantité d'équilibre. Comment connaître Q étoile? On sait qu'à l'équilibre, l'offre est égale à la demande. Vous choisissez la fonction et vous remplacez P dans l'une des deux. Donc je prends la première, 5 fois 14, ça fait 60, 60 moins 10, ça fait 50. Oh non, pardon, ça fait 60. Qu'est-ce que je raconte? 5 fois 4, 20, ouais, ça fait 70 moins 10. Tant pour moi. Donc on aura un équilibre ici. Donc Q vaut 60 et P vaut 14. Bien. On ne parle pas de profit, on ne parle pas de tout ça. Ici, on étudie. On est dans un cas très théorique, hein, très basique finalement. Alors, ce qui pourrait m'intéresser aussi, c'est de déterminer ce qu'on appelle les surplus. Le surplus du consommateur et le surplus des producteurs, enfin des consommateurs et des producteurs. Alors, le surplus des consommateurs est représenté par ce triangle rectangle. Hop, ici, et c'est l'air qui est à l'intérieur.
Le surplus des consommateurs, c'est la différence entre les prix maximum que les consommateurs sont prêts à payer, représenté par la courbe de demande, moins le prix auquel ils le payent, le prix d'équilibre. J'avais fait une vidéo à détailler là-dessus, n'hésitez pas à y aller voir. Alors, comment on calcule l'aire d'un triangle rectangle? Oui, là, ouais, aussi, d'un triangle rectangle. En fait, il faut s'imaginer que tout ça, là... Alors ici, oui, vous allez dire que c'est plus proche d'un carré, mais non, en fait, il faut plutôt imaginer que c'est un rectangle. Enfin, de toute façon, la formule, c'est la même. Enfin, c'est pas très différent. Donc, on va imaginer qu'ici, on a un rectangle. Et donc, quelle est l'aire d'un rectangle? Vous êtes d'accord avec moi? Que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Mais nous, on n'a pas l'aire du rectangle entier. On a l'aire du demi-rectangle. On a l'aire de la moitié du rectangle. Donc, le surplus des consommateurs, ce sera l'aire du rectangle divisé par 2. Tout simplement. Donc, nous, on n'a pas tout à fait on n'a pas un rectangle, hein, on a la moitié, un demi-rectangle. Alors, longueur fois largeur. Ici, on va supposer que ça, c'est la largeur. À quoi est égale la largeur? C'est la différence entre 20 et 14. La largeur vaut 6. Donc 20 moins 14, multiplié par la longueur. La longueur, vous m'accordez que c'est tout ça là. Donc elle est de combien? De 60 moins 0, ça fait 60. Et on divise tout ça par 2. Et on obtient 180. 180. Excusez-moi. Alors pour le producteur, ça va être la même chose. Ça va être la surface en vert du triangle rectangle qui est ici. Donc ça, c'est le surplus du producteur. Et en fait, c'est pareil. Le surplus du producteur, vous remarquez que nous avons un rectangle. Si je trace les deux segments. Et le surplus du producteur, c'est la moitié de l'aire du rectangle. Donc le surplus du producteur, c'est toujours pareil. Hein, c'est l'aire du rectangle en vert divisé par 2. Longueur fois largeur. La largeur, c'est la différence entre 14 et 2, donc 12. Et la longueur, c'est la même que pour le surplus du consommateur, ce sont les quantités 60. Vous divisez par 2 et vous obtenez 360. Nous pouvons donc dire que le surplus, alors il y a deux manières de le dire, on l'appelle soit le surplus total, soit le surplus social. Ce sont des synonymes. Vous êtes d'accord avec moi que le surplus total, c'est la somme des deux surplus. 360 plus 180. Okay, donc 540. Donc, dans un marché qui fonctionnerait de manière libre, sans restriction, sans réglementation, sans intervention étatique, etc., etc., eh bien, le prix d'équilibre serait de 14, la quantité de 60, et le surplus total serait de 540 unités d'air. Parce que ce sont des airs, donc ce sont des unités d'air. Gardez ces données, bien sûr, sous les yeux, puisqu'on va les comparer avec celles après l'imposition de la taxe unitaire. Là, j'ai fait vite, parce que là, c'est un cas classique, vous connaissez tout ça. Hein. Mettez sur pause, hein, si vous voulez tranquillement recopier. Ah, décidément. Bien, moi j'efface. Alors on va garder juste les fonctions sous les yeux, bien sûr. Alors maintenant l'état arrive. Alors on ne sait pas pourquoi, hein, bien sûr, là on n'est pas dans. On ne va pas donner d'hypothèse ou quoi que ce soit. Hein. L'état arrive et il va imposer ce qu'on appelle une taxe unitaire.
Cette taxe unitaire, on va la noter petit t. Alors ça porte un autre nom. On peut l'appeler aussi une taxe proportionnelle. C'est la même chose. Et c'est quoi une taxe unitaire? C'est une taxe qui s'applique. Donc c'est une taxe qui s'applique sur chaque unité vendue. Une taxe qui s'applique sur chaque unité vendue. Vous vendez une tablette de chocolat, eh bien vous allez payer petit t. Vous achetez 1 kg de pommes de terre, vous allez payer petit t. Bon, bien sûr, ici l'unité, je sais pas, ça peut être 1 kg, ça peut être 1 tonne, ça peut être, comme je dis, une tablette de chocolat, etc. etc. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pour ça qu'on appelle unitaire, hein, c'est sur chaque unité. Vous êtes d'accord avec moi que maintenant j'ai deux prix sur le marché? Eh oui, j'ai le prix sans la taxe. On l'appelle comment ça? On l'appelle le prix hors taxe. Et puis j'aurai le prix avec la taxe. C'est-à-dire le prix toute taxe comprise. Le prix hors taxe, on le note couramment P acheté, et le prix toute taxe comprise, P TTC. Ouais. Je pense qu'on devine facilement que si votre tablette de chocolat, elle vaut 2 € hors taxe, et qu'on lui ajoute la taxe, eh bien, elle coûtera son prix toute taxe comprise. Oui. Elle vaut 2 €, l'État impose une taxe de 1 €, eh bien elle vaudra 3 €, votre tablette. Alors la question qu'il faut savoir ici, qu'il faut déterminer, c'est qui paye quoi? Vous, consommateur, vous payez quoi? Le prix hors taxe ou le prix toute taxe comprise? Vous payez le prix toute taxe comprise. Donc ça, c'est le prix payé par la demande. Oui, quand on dit par les consommateurs, on peut dire par la demande. Donc ça, c'est le prix payé par la demande. Ok. Maintenant, vous êtes producteur. Vous vendez des tablettes de chocolat. Vous récupérez quoi comme argent? On va dire comme ça, simplement. Vous ne récupérez que le prix hors taxe. Parce que la taxe, elle va à qui? Elle va à l'État. Donc, le prix hors taxe, c'est le prix perçu par l'offre. Le prix perçu par l'offre. Alors, le prix TTC, on va le noter P, puisque c'est le prix qui est payé par la demande. Donc, on garde P. Et le prix qui est perçu par l'offre, le prix hors taxe, on va le noter petit r. Et vous êtes d'accord avec moi, vous me concéderez que R plus T égale P. Là, j'ai juste écrit mathématiquement ce que je viens d'expliquer littéralement. Bien. Ça va? Mettez sur pause pour recopier tranquillement. Le problème, c'est que nos fonctions vont être impactées. Eh oui. Pourquoi? Parce que la demande, elle sera toujours exprimée en fonction de P. Ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire le prix toute taxe comprise. Mais l'offre ne dépendra plus de P. Pourquoi? Parce que les offreurs, ils s'en moquent du prix toute taxe comprise. Qu'est-ce qui les intéresse, eux, les offreurs? C'est le prix hors taxe maintenant. Donc la quantité offerte ne dépendra plus de P, mais elle dépendra de R. Oui, 5R moins 10. Parce que la variable d'ajustement pour les offreurs, maintenant, ça devient le prix hors taxe. Donc retenez bien que P égale R plus T. Alors on va imaginer que l'État mette en place une taxe de 3 €. Voilà.
Donc sur chaque unité vendue, prenez par exemple de la lessive, eh bien, vous paierez, les consommateurs paieront 3 € de plus. Quel est mon problème ici? Le problème, c'est que si vous désirez déterminer l'équilibre, vous avez un petit souci. Pourquoi? Parce que les fonctions ne sont pas exprimées en fonction de la même variable. Je sais pas, moi si par exemple vous dites, oh tiens, je recherche l'équilibre, donc je sais que l'offre est égale à la demande, et donc vous écrivez moins 10P plus 200 égale 5R moins 10, vous n'allez pas aller loin. Hein. Comment voulez-vous trouver P et R? Vous avez une équation à deux inconnus. Donc, dans l'état des choses, on dit que l'équilibre est indéterminé. Donc l'équilibre est indéterminé. Ou indéterminable, d'ailleurs, c'est la même chose. Je ne peux pas connaître l'équilibre dans cet état. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que je vous dis, je sais que P est égal à R plus T. Autrement dit, je peux dire ici que dans le cadre de l'exercice, que P est égal à R plus 3. Eh bien, il suffit. Alors là, vous avez le choix. Soit vous exprimez P en fonction de R, soit vous exprimez R en fonction de P. C'est comme vous voulez. Autrement dit, soit vous aurez deux fonctions exprimées en fonction de P, soit deux fonctions exprimées en fonction de R. Ça, c'est vous qui voyez. La convention veut que l'on exprime tout en fonction de P. Non pas parce que c'est plus représentatif de la situation, mais parce que c'est plus d'usage. Voilà. Donc si P c'est R plus 3, vous me considérez que R c'est P moins 3. Donc la fonction d'offre va se transformer. QS deviendra 5 facteur de P moins 3 moins 10. Et donc bien sûr je vais tout. Donc ça fera 5P moins 15 moins 10, ce qui fera 5P moins 25. Oui. Bon, c'est dans le reflet, mais vous voyez quand même. Donc ma fonction d'offre n'est plus de 5P moins 10, mais elle est de 5P moins 25. Et ça va impacter l'équilibre. Oh là, pardon. Vas-y, pendant que vous recopiez. Essayez déjà d'imaginer un peu la suite, si vous voulez. Bien. Alors, la première chose qu'on peut se demander, c'est de représenter graphiquement ce qui se passe. Ouais. Donc, je vais juste effacer ça. Pour ça, j'aurai le graphique ici. Alors, on va refaire l'ancien graphique. Vous vous souvenez, on avait l'offre ici, qui commençait à 2. Puis on avait 20 ici et 200 ici. Bon, la demande, elle ne change pas. Chaque fois, j'oublie de mettre D. La demande, elle ne change pas, vous êtes d'accord avec moi? L'offre, il faut utiliser cette fonction. Donc maintenant, on prend des valeurs. Hein, donc si Q vaut 0, vous remplacez Q par 0, vous cherchez la valeur de P. Ça fera 25 sur 5. 25 sur 5, ça fait 5. Bien. Bon, d'accord, c'est une droite. Ça reste une droite. Qu'est-ce qui donne l'inclinaison de la pente d'une droite quand vous avez une fonction affine? Qu'est-ce qui donne l'inclinaison de la pente? C'est le coefficient directeur. Dans ma première fonction, il était de 5. Dans la deuxième, il est de 5. Ça veut donc dire que la pente ne change pas. Si vous préférez, la nouvelle fonction d'offre est parallèle à l'ancienne. Vous comprenez? Ce qui a changé, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est tout. Donc tracez bien, donc je vais noter ici, O' est parallèle à O. Donc le premier équilibre, on avait trouvé 14,60. Oui, bon, c'est pas... Oui, excusez-moi, parce que moi je suis pas à l'échelle, hein, donc... vous m'excusez. Hein. Donc on avait 14,60. Et maintenant, on va le déterminer tout de suite après. Là.
on aura un nouvel équilibre ici. Alors, il y a une autre information que je voulais vous donner fondamentale. Regardez l'ordonnée à l'origine de la fonction d'offre, du changement. On passe de 2 à 5. Ah, ça ne veut pas penser à quelque chose, ça, de passer de 2 à 5? Qu'est-ce qu'on ajoute? Ah, on ajoute 3. Ah oui, mais 3, c'est quoi? Ah, c'est la valeur de la taxe. Ça veut donc dire, les amis, que la fonction d'offre se déplace de manière parallèle du montant de la taxe. L'écart qu'il y a entre O et O', c'est petit t. Donc l'écart entre la droite O et O' est égal à la valeur de la taxe. Toujours. C'est pour ça que j'ai mis petite flèche, petit t. T aurait été égal à 15, ben on aurait déplacé de 15, mais de manière parallèle. Allez, déterminons le nouvel équilibre. Donc QS, alors attention, hein, vous prenez les 5P moins 25, hein, égal à moins 10P plus 200. On va regrouper les P à gauche, donc 5P plus 10P, ça fait 15P. Et 200 plus 25, ça fait 225. Et donc on va l'appeler P'. Et vous allez trouver 15. Voilà, je suis à l'échelle. Pour l'offre, je suis à l'échelle, mais pas pour la demande. Bon, c'est normal, 200, ouais. En fait, j'aurais dû faire une demande qui était... attendez. Ah oui, ok. En fait, j'aurais dû faire... La demande est très élastique ici. Donc j'aurais dû faire... Normalement, si vous l'avez fait sur du carreau, vous avez remarqué que la pente est plutôt horizontale. C'est normal. Hein, parce que l'élasticité, c'est l'inverse de la pente qui est ici. Donc ça fait moins 1/10. On a une très forte élasticité. Enfin, c'est 1 sur... Ouais, c'est moins 10, quoi. Je me comprends. Donc, P' égale 15, ok. Les quantités, bah, vous remplacez au choix. Bah, prenons la demande, allez, on va changer. Moins 10 fois 15, ça fait moins 150. Moins 150 plus 200, ça fait 50. Hop là. On va voir en fait si cet équilibre est meilleur que le précédent, sans la taxe. Hein? Là, on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire que c'est plus mauvais. Hein. On ne sait pas, on va voir. Enfin, si, il y a une légère indication quand même. Ouais. Allez. On peut déterminer petit r. N'oubliez pas que r, c'est P-3. Donc, on peut aussi dire que r, c'est égal à 12. Alors normalement, je dis, je ne suis pas du tout à l'échelle. Le 12, ouais, là c'est pas terrible. Ça va être le 12, il se trouve là, normalement. Ça n'a aucun sens. Bon, c'est pas grave. Je vous dis, faites-le sur du carreau, vous, normalement, vous avez un truc qui est propre. Vous savez comment ça se fait 2, 20? Parce que là, je suis allé... En fait, c'est entre le 5... Ah oui, le 5, en fait, aurait dû se trouver quasiment à côté du... Ah oui, donc en fait, j'aurais dû faire un graphique comme ça pour qu'on puisse bien voir les choses, quoi. Ouais, je suis pas du tout adapté. Bon, c'est pas grave, c'est la compréhension qui compte. C'est pas l'esthétique ici. Bon. Alors, il nous reste... je vais quand même le reproduire. Il y aura une toute petite pause dans la vidéo. Je vais reproduire le graphique bien correctement. Parce que là, on va devoir passer à la question du surplus. Donc, il faut que ce soit bien visible. Ok? Donc, petite coupure. Et on se retrouve avec un joli graphique. Bien. Voilà. Là, j'ai fait du mieux. Et encore, on peut encore parfaire la chose, mais la représentation, mais on y est. Donc, on a bien les deux équilibres. Hein, 74, 50, 15. On a bien les valeurs minimales ici, là, pour l'offre. 2, 5, 20 pour la demande. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus à l'échelle.
voyez que l'offre est bien plus inélastique que la demande, comme on l'avait dit. Alors moi, ce que je voulais, c'était placer petit r. On avait dit petit r était égal à 12. Alors comment on va placer petit r? En fait, petit r, c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'on a dit que r, c'était P moins T. Oui. C'est-à-dire que je prends le prix qui vaut 15 et je lui retire la taxe qui vaut 3. Donc ça fait 12. Eh bien, on avait dit que ça correspondait à la distance entre O et O'. Vous vous souvenez, hein? On avait dit que l'écart entre O et O', c'était petit t. Donc il suffit à partir du prix du nouvel équilibre de descendre de la valeur de t. Et là, normalement, oui, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est pas encore parfait, mais on tombe sur 12. Ok. Alors, quels sont maintenant les surplus du producteur et du consommateur? Alors, pour les consommateurs, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est l'écart qu'il y a entre la fonction de demande et le prix du marché. Hop. Donc, les consommateurs ont cette zone en rouge. Ouais. Attention, hein, vous ne prenez plus 14, vous prenez le nouveau prix de 15. Et les producteurs, bah, on fait, vous allez me dire, on fait bah, 15 moins 5, non? Ah non, parce que les producteurs ne reçoivent pas 15. C'est quoi, le prix qu'ils reçoivent, c'est 12. Donc, le surplus du producteur, c'est l'écart entre la courbe d'offre et le prix qu'ils reçoivent. Donc, c'est cette toute petite zone. Ça, c'est le surplus des producteurs. Attention, hein. Okay, donc, c'est l'écart entre ce qu'ils reçoivent, 12, le prix minimal, donc la courbe d'offre, et donc c'est l'air qui est à l'intérieur. Alors les formules, bah, c'est pareil, hein, c'est toujours les mêmes. Donc longueur fois largeur divisé par 2, hein, c'est l'aire d'un rectangle divisé par 2. Donc la largeur ou la longueur, peu importe, 20 moins 15, donc ça fait, on va pas écrire 20 moins 15. C'est quoi la longueur? Attention, le rectangle s'arrête à 50. Hein. Donc c'est 50 moins 0, ça fait 50. Et on divise par 2, et on aura un surplus de 125. 125. Pour les consommateurs. Et 125 pour les consommateurs. Et les producteurs, bah c'est pareil. Le triangle rectangle que vous voyez là, c'est un demi-rectangle. En fait, avec ce que je veux vous expliquer, pardon, c'est qu'avec des fonctions affines, vous n'avez pas de questions à vous poser. Avec des fonctions affines, vous aurez toujours des demi-rectangles. Donc pour déterminer les surplus des consommateurs et des producteurs avec des fonctions affines, c'est toujours des demi-rectangles. Donc c'est toujours les mêmes formules. Vous comprenez? C'est pas comme si on travaillait avec des courbes. Là, c'est plus délicat parce qu'il faudrait passer par des intégrales. Donc le surplus du producteur, donc c'est l'écart entre la largeur, entre donc 12 moins 5, multiplié par la longueur, c'est toujours 50, divisé par 2. Alors elle aura énormément chuté, 175. Comparé avec les résultats précédents, avant la taxe. Avant la taxe, le surplus des producteurs était de 360. Et celui des consommateurs était de 180. Ouais. Bah, la conclusion, c'est que la taxe a impacté négativement à la fois les consommateurs et les producteurs. Donc, la taxe est inefficace pour la demande et pour l'offre. Parce que ce qui aurait été éventuellement intéressant, c'était peut-être de se dire, bah, peut-être que la taxe aurait eu un bon effet, un effet positif au moins peut-être sur les consommateurs, mais un effet négatif sur les producteurs. Non, non, là elle a un effet négatif pour les deux, la demande et l'offre. Donc c'est totalement inefficace. Donc la taxe est inefficace pour la demande et pour l'offre. On peut calculer le nouveau surplus total. Donc faire 175 plus 125.
et on aurait du 300. Au lieu du 540 avant. On a donc une sacrée perte de surplus en termes d'unité d'air, hein, qui est de 240. Okay. Voilà l'effet d'une taxe unitaire sur un marché qui fonctionne habituellement de manière totalement concurrentielle. Eh bien, une taxe est inefficace. Elle réduit le surplus des consommateurs, le surplus des producteurs, donc le surplus total. Bien sûr, elle est inefficace d'un point de vue économique. On n'a jamais parlé ici de... On n'est pas en macroéconomie, on ne se pose pas la question de la justice sociale. Ok, alors est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Bon, vous avez compris pour le placement de R, là, le 12. Vous prenez le nouveau prix et vous prenez la distance, vous retirez la taxe de 3 et vous tombez ici. En fait, vous retombez sur l'ancienne offre, l'ancienne fonction d'offre. C'est normal puisque l'écart entre les deux, c'est le montant de la taxe. Ça, normalement, je pense que vous avez bien compris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.